Merci beaucoup. Alors, pour introduire ce thème, j'ai choisi de m'appuyer sur une grille d'analyse que j'utilise et que je voulais vous proposer pour comprendre l'état des cultures internes dans les organisations, comprendre les évolutions et voir en quoi cette question de la reconnaissance et du partage est effectivement en action et comment tout ça interagit. La reconnaissance, tout à l'heure vous citiez l'étude de l'expansion qui a été faite à 3 reprises. Quand on regarde quelles sont les attentes des cadres dans les organisations, quelles qu'elles soient, privées et publiques, on voit que la reconnaissance arrive en tête sur les 3 études récentes, ce qui veut dire quand même que d'une certaine manière, il y a sans doute un déficit sur ce registre. Quand un individu est en attente de reconnaissance, il est plutôt centré sur lui, au détriment de ce pourquoi il est là. Et donc, c'est intéressant de se poser cette question sur les sources à ce déficit de reconnaissance. Alors, je vais m'appuyer sur 3 instances qui structurent et notre économie psychique et nos relations. Je ne fais pas de référence, je m'éloigne du RSI de Jacques Lacan, 53 et ensuite 74, donc, qui lui-même avait fait ce séminaire autour de ces 3 instances, mais je vais m'en éloigner. 3 instances, la première, la réalité, qui est bien évidemment souvent la source de malentendus considérables. Quand on parle de la réalité dans les organisations, on est souvent sur le registre du quantitatif. On parle de chiffre d'affaires, on parle de marge, on parle de moyens. Et il est rare que quand on parle de la réalité, on mette d'abord en avant la dimension qualitative. Et bien évidemment, la réalité, elle est souvent soumise à interprétation. La perception de la réalité est souvent sujette à de nombreux malentendus. Ce qui nous intéresse, nous, dans les organisations, c'est voir en quoi la réalité est structurante pour les individus qui sont au travail et quels sont les éléments sur lesquels on va pouvoir s'appuyer, qui sont tangibles, qui sont objectivables, qui permettent de constituer des repères. La réalité qu'on distingue du réel, le réel, c'est le fait à l'état brut. Lacan nous renvoie à la question du signifiant. Aujourd'hui, il y a une réalité terrible au Japon. On voit que d'heure en heure, l'inquiétude monte. Et puis, il y a le réel auquel chacun est confronté, à savoir un environnement complètement déstructuré. Autre instance, le symbolique. Le symbolique, c'est ce qui permet justement de mettre les individus en lien. Derrière la question du symbolique, on y retrouve la question de la loi, la question de la place de chacun, de sa fonction, de son rôle. Prenons juste ces 3 instances, le rôle, la fonction et la place. Quel rôle j'ai dans l'organisation en fonction de l'intitulé de mon poste? Quel est l'écart entre la fonction que j'occupe, le rôle qui m'est attribué et la place à la fois qu'on m'attribue et que je me donne? Là, on constate que très souvent, on a un certain nombre de distorsions et justement, sur le registre de la reconnaissance, cette problématique de la place est très souvent en action. J'aurai largement tout à l'heure l'occasion d'y revenir. Mais derrière la question du symbolique, c'est aussi le registre des valeurs, des codes, des normes. D'une certaine manière aussi la question des règles, la question de la loi. On voit que le symbolique, d'une certaine manière, y contraint. On ne va pas pouvoir faire forcément ce qu'on veut. Et d'une certaine manière, ça pose des balises. On va voir que dans les organisations, dans la vie en général d'ailleurs, on a un peu de mal avec la question du symbolique. En ce sens qu'on aime bien mettre des failles dans le symbolique, c'est-à-dire cet écart entre le dire et l'agir, entre les intentions et l'action, et qui d'une certaine manière viennent générer de la déstabilisation sur un cap qu'on donne, sur des positionnements à avoir. Et puis, une dernière instance, l'imaginaire. L'imaginaire, c'est extraordinaire, c'est le siège de la création des idées, ça permet de se projeter dans l'avenir. Et puis l'imaginaire, c'est aussi, au-delà de ce lieu de langage, c'est parfois, on le verra, le lieu de tous les malentendus.
Alors voyons un peu comment, entre ces instances, ça fonctionne. Entre la réalité et le symbolique, j'aimerais qu'on s'arrête un tout petit peu sur quelque chose qu'on met véritablement de côté, sur lequel on ne fait pas véritablement attention. Si on veut comprendre l'état d'une culture interne, si on veut se positionner dans son évolution, c'est la question des rites. C'est-à-dire ces moments récurrents, formels et informels, auxquels on participe, parfois bon gré, mal gré. Des questions simples, basiques. Comment est-ce qu'on est intégré dans une organisation? Comment est-ce qu'on est accueilli? Comment est-ce qu'on est accompagné? Comment est-ce qu'on s'en va? Quels sont les moments un peu clés de la vie d'un individu au travail? Mais c'est aussi toutes ces réunions, parfois, auxquelles on participe, auxquelles on a rêvé d'être. Puis parfois, il y a un principe de réalité entre là où on pensait être, là où on pensait qu'il fallait être, et là où on est. On constate que ce rite n'est pas forcément toujours à la hauteur de nos attentes. D'une certaine manière, le rite permet la constitution du lien social entre les individus. Donc c'est ce qui permet d'être à la fois en interaction. La question étant, est-ce qu'on est chacun d'entre nous sensible à l'évolution des rites? Il y a des rites informels, la machine à café, qui va manger avec qui, à quel moment, tous ces moments qui ne sont pas forcément structurés dans l'organisation, qui ne sont pas forcément prévus, qui ne sont pas forcément institués, mais qui, d'une certaine manière, nous donnent une certaine température de l'état du lien social dans l'organisation. Puis, entre la réalité et l'imaginaire, il y a cette instance extraordinaire qui va nous permettre de fabriquer des scénarios, qu'on ne va pas forcément agir dans la réalité, mais on sait aussi combien la question du fantasme, en particulier dans la relation managériale, est parfois une arme particulièrement déstructurante. Piloter en ayant toujours en tête, un peu comme le fait le pervers, d'une certaine manière, lui, il ouvre les portes. Il nous laisse entendre qu'il y ait une certaine réalité, et d'une certaine manière, il va alimenter un imaginaire qui ne sera pas forcément toujours terriblement structurant. Piloter avec le fantasme, d'une certaine manière, c'est aussi agiter des peurs, générer des malentendus, être toujours dans une relation où, quelque part, on voudrait échapper à une certaine réalité. La question du mythe. On s'intéresse peu au mythe dans les organisations. C'est toujours intéressant de se dire, mais si je regarde l'histoire de cette entreprise dans laquelle je suis, comment ça a été créé, quels ont été les moments fondateurs, les personnages emblématiques, les moments forts, les moments moins forts, les personnages récurrents, les cataresties. D'une certaine manière, c'est comment est structurée la mémoire, quelle est sa traçabilité, et en quoi on est plus ou moins prisonnier des mythes. Qu'est-ce qui relie les individus entre eux? Quelle est la chaîne de représentation qui va les aider à la fois à se construire, à interagir, à bâtir des projets? Est-ce qu'il y a un mythe fondateur? Et puis évidemment, c'est difficile d'interroger le mythe sans passer sur la question, parfois, d'une certaine forme de mortification de l'histoire, c'est-à-dire ces tabous, ces passages interdits, ces amnésies, parfois institutionnelles. Moi, il m'arrive d'accompagner les organisations pour écrire ce qu'on appelle le schéma narratif, c'est-à-dire réécrire l'histoire d'une certaine manière, poser les balises. Et au cœur de tout cela, la question du sens. La question du sens, des logiques de sens. Voilà. On sait qu'on n'a pas forcément un équilibre parfait tout le temps entre ces instances. Moi, j'ai encore pas rencontré une organisation idéale. On sait combien les relations sont complexes. Nous sommes des individus singuliers et complexes. Ce qui va être intéressant de voir, c'est quels seraient les scénarios qu'on peut être amené à en rencontrer et en quoi ils participent ou pas à la question de la reconnaissance et du partage. Premier scénario possible, l'hypertrophie de la réalité. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Moi, je le vois dans mes interventions, quand j'accompagne des organisations sur le champ aujourd'hui des risques psychosociaux. On sait combien
on a aujourd'hui un pilotage centré sur la performance, l'équilibre budgétaire, la rentabilité budgétaire. On sait combien les chiffres prennent une place tout à fait prépondérante, mais on sait aussi parfois combien on peut échapper à une certaine réalité. Moi, je fais la différence entre ces moments dans la vie de l'organisation où il est nécessaire, en termes de managérial, qu'il y ait un principe de réalité, c'est-à-dire se rappeler là où on est, les conditions dans lesquelles on travaille, mais à la fois un pilotage qui ne mettrait l'accent que sur la réalité. D'une certaine manière, on a une machine à tuer le lien social. Parce qu'on assiste dans les organisations, quand la réalité prend une importance aussi grande, à des relations beaucoup plus tendues, beaucoup plus dures, à des jeux de pouvoir beaucoup plus serrés, et on sait combien cette hypertrophie de la réalité va mettre aussi en danger tous ceux qui, d'une certaine manière, ont des difficultés à interagir avec les autres. La surdétermination de la réalité, c'est aussi parfois une certaine forme de dictature du chiffre, où il n'y a pas forcément de marge de négociation quand on a une interprétation. Donc, comme le ferait parfois, si on prenait une figure de la pathologie, le paranoïaque. Le paranoïaque, lui, il est convaincu de sa réalité. Il en est même l'artisan principal. Il la pose sans négociation, d'une certaine manière. Et on sait combien la remise en question de cette réalité sur un registre paranoïaque est parfois impossible. Ce qui est embêtant là, c'est qu'on voit que la réalité, elle prend ici une place tellement importante qu'elle finit par écraser la machine à créer des idées, la machine à se projeter dans l'avenir d'une certaine manière. Et elle laisse non plus guère de place aux instances de symbolisation. Mais on a aussi l'inverse, parfois, à savoir une réalité particulièrement faible, non prise en compte de la réalité, l'hypotrophie de la réalité, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on n'a pas envie de voir une espèce de position dépressive. On se souvient ce que nous dit Freud sur la névrose. Il nous dit le névrosé ne dénie pas la réalité, il cherche à la repousser. Eh bien, vouloir repousser la réalité, on l'a vu, vous faisiez référence à France Télécom, par exemple. On s'est dit, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, cette réalité qui est là, qui est tangible, qui est appréhendable, qu'est-ce qui fait qu'on a tant de mal à la prendre en considération, qu'est-ce qui fait qu'on a tant de mal à agir, et qu'est-ce qui fait que, d'une certaine manière, on est à vouloir sous-estimer une partie de la réalité au détriment, sans doute, d'autres niveaux de réalité. On sait combien que la sous-estimation de la réalité, on va prendre des exemples fort concrets, va générer de gros malentendus. Exemple, si on regarde la perception qu'a un individu de sa charge de travail, de son investissement dans l'entreprise, on sait combien ces questions-là sont au cœur des risques psychosociaux aujourd'hui. Ça touche à la question de la reconnaissance, de la place qu'on occupe, de l'investissement qu'on produit. Et effectivement, quand on a ce sentiment que la réalité de l'investissement, de l'implication au travail est non prise en compte, bien évidemment, c'est le sujet à de nombreuses souffrances inutiles. La détérioration du symbolique, autre scénario possible qui, d'une certaine manière, vont mettre à mal toutes les questions qu'on est en train d'évoquer là, à savoir des normes, des codes non respectés. Tout à l'heure, j'évoquais cet écart entre le dire et l'agir. Quand on a un symbolique détérioré de cette manière-là, c'est que quelque part, on se dit, on a des acteurs qui n'ont pas tenu leur place à des moments clés. C'est un effet retard relativement désagréable parce que quand on a une détérioration du symbolique, on sait combien les jeux de pouvoir informels vont pouvoir se mettre en action parce que justement, il y a des codes qui ne fonctionnent plus, des modes de régulation qui sont détériorés. On sait combien parfois aussi on adore, dans les organisations, avoir un certain flou.
artistique. Parce qu'évidemment, pour vivre heureux, ils y vont cachés. D'avoir des organisations complètement transparentes, complètement fluides, on sait combien ça peut mettre aussi, d'une certaine manière, en danger les acteurs. On le voit quand on met en place des systèmes qui visent justement à renforcer la transparence, à renforcer les positionnements. Bien évidemment, ça rend le jeu des acteurs beaucoup plus dur. Là, ici, quand on a une défaillance de ce type du côté du symbolique, ça génère très souvent un effet immédiat, pardon, je reviendrai sur ce slide, à savoir un imaginaire qui va venir tout envahir. Parce que justement, la détérioration du symbolique, ben là, les individus vont véritablement se sentir à la fois déstabilisés. On sait combien la machine à fantasmes va prendre une place absolument considérable. Cette loi en 2002. Ah. Est-ce que vous pouvez ne pas aller sur le haut-parleur parce que c'est ça qui... Je ne bouge plus. Il y a une ligne de marcation. Voilà, je suis passé. Il faut garder sa place. J'ai bien compris. Alors, oui, je n'ai plus d'image. C'est la punition. C'est la punition, voilà, tout à fait. C'est l'imaginaire qui a pris une telle place que de toute façon, voilà. On l'a perdu là. Non, voilà, là, on en était là. Voilà. Donc j'évoquais ce scénario d'un imaginaire qui vient tout recouvrir, tout envahir. Là, on est dans un scénario où, évidemment, les acteurs ne se positionnent plus de manière structurée. Et là, le lieu des malentendus dont je parlais tout à l'heure est véritablement à l'œuvre. On a aussi, pour revenir au slide de tout à l'heure, si j'évoquais la question de l'hypertrophie tout à l'heure du symbolique, l'hypertrophie du symbolique, où là on a l'impression parfois qu'on a des acteurs qui se prennent pour leur costume, qui prennent une place surdéterminée, qu'il y ait des rôles et des glissements de rôles. L'hypertrophie du symbolique, on le voit, il tue l'imaginaire, il vient pacifier la réalité. Alors évidemment, on a des modèles aujourd'hui d'exercice du pouvoir. On sait combien, quand un individu a décidé d'occuper toute la place, c'est sans doute au détriment de la productivité collective. C'est un peu le thème de cet atelier. Mais on sait aussi que trop de rites tue le rite. Trop de symbolique tue le symbolique. La sursymbolisation, elle peut se manifester de différentes formes. Ce n'est pas que des comportements managériaux où on a des individus avec un moi hypertrophié. Ce n'est pas que cela, l'hypertrophie du symbolique. L'hypertrophie du symbolique, c'est intéressant de se dire comment cette musique du je, du on, du nous, du vous, du eux fonctionne, comment est-ce qu'elle s'orchestre. On voit que sur ces registres, il y a beaucoup de place pour le je, très peu de place pour le nous, et de temps en temps de la place pour le vous, mais on sait combien de ces machines laminent les questions de reconnaissance, laminent les questions de partage, et là, le lien social est souvent à sa plus simple expression. Et il arrive aussi qu'on ait un imaginaire pauvre, où là, dans les organisations, on peut constater parfois un certain appauvrissement de la créativité. On se met en position basse, en position sécuritaire. Excusez-moi. On marche à feu lent. Alors, vous voyez, ces organisations, bien évidemment, elles tournent. Tous les scénarios que je viens de vous évoquer, je ne dis pas que ces organisations, telles qu'on les voit là, ces scénarios, les organisations ne sont pas efficaces. Simplement, je pose cette question, quels sont les coûts cachés ? Quels sont les coûts cachés des distorsions qu'on vient de voir ?
par rapport à la mission, c'est pourquoi on est là. Si on est à l'hôpital, on peut se dire où on en est de notre mission initiale, de notre charte du patient. J'ai eu l'occasion d'accompagner des équipes pour les aider à réfléchir à leur pratique dans le secteur hospitalier. Et récemment, une équipe me disait, vous savez, la charte du patient, en ce moment, on a beaucoup de mal à la respecter. Parce que justement, les conditions dans lesquelles on travaille, les moyens dont on dispose, ne nous permettent pas toujours d'être à la hauteur des exigences qui sont liées à notre travail. L'imaginaire pauvre, ce sont ces moments de la vie de l'organisation où on a le sentiment qu'on n'a plus forcément envie de se projeter dans l'avenir. Mais aussi, c'est une machine à tuer la motivation, c'est une machine à générer de la perte de savoir-faire, de la perte de compétences, parce que tôt ou tard, les individus qui sont pris dans ce prisme-là n'ont pas forcément envie de rester. Parce que là, on est comme sédimentarisé sur son rocher. Alors moi, je peux comprendre des mécanismes de défense dans des périodes où la question de la sécurité de l'emploi peut se poser, quand il y a des marges de certitude qui sont pas toujours contrôlables. Mais vous voyez bien que quand je me range sur ce registre-là, que je nommais par cette question de la sédimentarisation, c'est que quelque part, je me suis arrimé, je n'ai plus forcément envie de bouger et je ne me sens plus forcément relié aux autres. Alors, pour, non pas conclure, mais pour ouvrir un peu le débat autour des questions que j'essayais d'ouvrir, 3 temps qui méritent d'être un tout petit peu éclairés. Le jeu des acteurs, ce que j'appelle ici le travail d'acteur, identifier les bons acteurs aux bons endroits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire permettre à chacun d'avoir sa place, de reconnaître les places, d'éviter tout ce qui va participer à gommer les places. Ça repose une autre question, c'est quels sont les moments clés de la vie d'une organisation, ou sous cette question du partage. Qu'est-ce qu'on va partager? Est-ce qu'on est prêt à partager la stratégie? Est-ce qu'on est prêt à partager ce vers quoi on veut aller? Est-ce qu'on est prêt à faire confiance aux collaborateurs, quel que soit leur niveau d'intervention, pour les faire participer à cette réflexion qui consisterait à dire où on en est aujourd'hui, où on veut aller demain? Ou est-ce qu'on considère que ces choix sont juste des choix qui sont réservés à ceux qui sont tout en haut de l'organisation? Et parfois même, c'est un jeu de leurre. Donc, travail d'acteur, identifier les bons acteurs aux bons endroits. En ce moment, l'actualité des risques psychosociaux agite beaucoup les organisations. On a parfois d'ailleurs le sentiment qu'on a oublié tout ce qu'on a fait avant. Mais vous savez, la gestion des risques psychosociaux est une belle métaphore, me semble-t-il, de là où on en est dans les organisations. Parce que quand on va s'attaquer à cette problématique, on va réouvrir la boîte de Pandore. Et on va justement remettre à jour un certain nombre de dysfonctionnements. Moi, j'essaie d'appliquer un principe quand je suis sur le terrain, quand j'accompagne des gens, c'est ni diabolisation, ni victimisation. Pour justement laisser la chance à chacun de ces acteurs et éviter toute posture qui viserait à être du côté de la morale, de la culpabilisation. Certes, parfois, il y a des vrais problèmes de responsabilité individuelle, où justement, la question du partage qui est évoquée là n'est pas toujours à la hauteur des exigences. Donc faire ce travail d'acteur, c'est prendre en compte le jeu d'acteurs présents sur le terrain, les marges de manœuvre, mais aussi éviter les oublis et les détournements. Travail de deuil, on a chacun d'entre nous, dans la vie quotidienne, des micro-deuils à faire, mais on l'a aussi dans l'organisation de la vie d'une entreprise, qu'elle soit publique ou qu'elle soit privée, parce qu'évidemment, entre ce qu'on aimerait que les choses soient et ce qu'elles vont être,
il y a un gap à gérer, il y a des écarts. Faire ce travail de deuil, c'est aussi parfois aider des équipes à assurer des franchissements entre des moments forts qu'ils ont pu vivre dans le passé, à des moments importants de la vie de l'organisation, et savoir générer des ponts, des passerelles, pour justement éviter de ne ressasser que le passé. Le travail de deuil, faire un travail de deuil, c'est ce moment parfois relativement clé d'aller reposer le livre dans la bibliothèque. On sait qu'il est là, si on en a besoin, on reviendra le chercher. Mais pour faire un travail de deuil, parfois faut-il se reconfronter à l'histoire, à ses manques, à ses interrogations. Donc c'est aussi créer des lieux, créer des espaces pour permettre justement ce travail. Faire un travail de deuil, c'est aussi, vous le savez mieux que personne dans le secteur hospitalier, moi parfois je suis surpris de voir combien des équipes journellement sont confrontées à la mort et qu'il n'y ait pas toujours ces moments de décentrement face à ce que cette question leur renvoie. Et le travail de mémoire, c'est justement assurer une certaine forme de traçabilité sur la vie d'une organisation. C'est retravailler notre rapport à l'histoire, comprendre justement ce que j'ai appelé tout à l'heure les amnésies. Un exemple clé, je suis intervenu dans une organisation avec un personnage qui en était à sa tête, mythique, parce qu'on est un mythe vivant. On est dans le domaine de la création, de la mode, et à sa disparition, un autre styliste est arrivé, et un deuxième styliste derrière. Quand on regarde l'histoire de cette entreprise, et quand on pose la question, qui a succédé à ce mythe vivant, je fais référence à la maison Saint-Laurent, les gens rapidement, souvent, disent Tom Ford. Or, quand on regarde l'histoire de cette entreprise, on constate qu'il y a eu un styliste qui a succédé à M. Saint-Laurent, qui était le premier, qui s'appelle Albert Elbaz. Et quand on regarde l'histoire de cette maison, quand on va chercher sur toute la mémoire des différents croquis qu'avait réalisé M. Saint-Laurent et que les différents stylistes qu'on suivi ont réalisé, exclu Tom Ford. Tom Ford ne dessine pas, il fait dessiner. Mais Tom Ford, lui, quand il est arrivé, il a fait supprimer tous les portraits de M. Saint-Laurent. On avait des gens qui étaient dans l'entreprise qui cachaient les portraits de M. Saint-Laurent dans leurs tiroirs. M. Saint-Laurent avait une présence dans l'organisation très très forte. Même quand il n'était pas là, il était là sans être là. Il était dans le personnage absent-présent en permanence. On sentait qu'il y avait une espèce d'empreinte. Et c'est tout à fait intéressant que Tom Ford, qui ne cessait de se référer à M. Saint-Laurent, ait eu ce rapport pathogène à l'histoire, jusqu'à rayer la présence de celui qui a succédé le premier à M. Saint-Laurent. Et comme l'histoire nous fait toujours le mauvais tour, il n'est pas exclu qu'Albert Elbaz revienne dans cette maison. Et donc, pour terminer, n'ayons pas peur de regarder la réalité en face. Alors là, j'évoque des questions que vous connaissez bien, les indicateurs de performance, les outils de benchmarking, la veille technologique, concurrentielle. Arrêtons-nous juste sur ces questions, vu que le thème, c'est la reconnaissance et le partage. Quand on fait des audits d'organisation, les gens nous disent on passe notre journée à remplir des tableaux de bord. On ne sait pas pourquoi on nous les demande, où ça va, à quoi ça participe, et on a rarement de retour. Mais il y a aussi des managers qui savent faire du tableau de bord un instrument de pilotage qui peut permettre la responsabilisation. Par exemple, dire à quelqu'un, écoutez, j'aimerais que vous puissiez, avant de me rendre ce tableau de bord, faire une analyse.
me dire où on est bon, où on est moins bon. Et éventuellement de me faire des préconisations, je me réserve le choix d'arbitrer. Ben là, on a deux écoles de pensée. On en a une première qui est du côté de l'indifférencié, qui renvoie l'individu à une certaine forme d'objectivation où lui-même est juste un instrument d'un process. Et puis, on a une deuxième vision, qui est une vision où là, il y a un registre qui se met en place, de l'exigence, de la confiance, et qui va générer de la responsabilisation. Et ça veut dire aussi qu'on aura un individu qui va savoir un peu plus se situer, qui va comprendre ce pourquoi il fait son tableau, le fait qu'il puisse faire des préconisations, il est déjà engagé de manière beaucoup plus active dans un processus global. On sait combien la question de la performance est compliquée, on sait combien dans les organisations, vous évoquez les risques psychosociaux, une des sources parfois ou tension, c'est l'inéquité dans les évaluations, l'inéquité justement dans l'évaluation de la performance. Hier, j'écoutais le débat autour des formes de rationalisation possibles. La question qui était évoquée, est-ce qu'il faut ou pas garder des petits hôpitaux ou des petites structures? Et à la fois, je me disais, on parle beaucoup de coûts, on ne parle pas de bénéfices cachés. Par exemple, une petite structure dans une province génère de l'emploi, génère de lien social. J'étais surpris hier dans le débat que la dimension sociétale soit pas forcément présente dans l'analyse. Donc, vous voyez combien sur les questions de performance, là encore, il y a beaucoup de malentendus possibles, mais il y a aussi moyen, sans doute, d'y mettre un peu de sens, d'y mettre de la cohérence. Parce que de toute façon, sur ces questions-là, le déficit majeur, moi je le constate sur le terrain, c'est la pédagogie. La pédagogie pour faire quoi? La pédagogie pour expliquer les enjeux, pour prendre le temps de se poser. Je pense qu'aujourd'hui, notre maladie dans les organisations, c'est qu'on ne sait pas prendre le temps de se poser. On n'arrête pas de produire des livres sur le temps. Récemment, la dictature du temps. On sait combien la dictature de l'urgence. On sait combien ces questions-là animent beaucoup de monde. Mais à la fois, c'est intéressant de se dire d'abord combien je prends du temps pour moi-même. Est-ce que j'ai un temps pour moi, dans ma vie personnelle, qui me permette une respiration? Surtout si, d'une certaine manière, moi-même, je suis garant de la mise en lien des acteurs qui sont sous ma responsabilité. La veille technologique. La veille technologique, là encore, prendre le temps de regarder ce que font les autres. Non pas pour copier, mais pour s'inspirer. Ça pose une autre question. Vous êtes les uns les autres dans le secteur hospitalier. Quelles sont les marges d'action possibles pour que on puisse, pourquoi pas, aller voir ce qui se passe dans d'autres établissements? Quelles sont les banques d'échanges possibles, temporaires, qui permettent justement de me donner un autre rapport à mon environnement pour que justement, sur ces questions-là, moi-même, je sois un acteur clé. Pardon. Alors, donner de l'imaginaire, sortir des logiques froides. Tout à l'heure, j'évoquais l'hypertrophie de la réalité. Pour moi, c'est effectivement l'exemple même de la mise en place de cultures froides où il y a peu de place pour l'état d'âme. Plus on est installé dans une culture froide, plus implicitement, je sais combien il va falloir que mes états d'âme, je les garde pour moi. Donner de l'imaginaire, c'est aussi avoir des projets ambitieux, quels que soient les secteurs dans lesquels on travaille, mais c'est aussi reposer même les fondements de la mise en projet des individus entre eux. Moi, je suis vraiment surpris de constater aujourd'hui combien les temps d'échange dans les organisations se sont véritablement délités.
on est sur des réunions de travail souvent très informatives, très minimalistes, ou alors on est même à l'inverse. Soit on est sur un temps de réunion hallucinant, avec une perdition d'énergie colossale, avec une plus-value souvent très faible, où il y a des jeux d'acteurs très peu productifs. Donc avoir des projets ambitieux, c'est aussi se donner le temps de la mise en perspective. J'évoquais tout à l'heure le rapport à la stratégie, aux grandes orientations, aux grands choix. C'est vraiment avoir des espaces réflexifs pour justement mettre en perspective ce pourquoi on est là, où on va et pourquoi on y va. Développer les compétences des personnes, la pédagogie, la responsabilisation, ce sont des principes relativement simples, basiques. Développer les compétences, c'est montrer un certain niveau d'exigence. On sait combien sur le terrain des compétences, c'est vraiment l'or en barre des organisations et les compétences d'un individu. La question étant, comment c'est géré, comment c'est pensé, comment c'est accompagné. On est sur ce thème de la reconnaissance et du partage. Voilà le caillou dans la chaussure. Est-ce que les potentiels que je me suis construit au fil du temps vont être utilisés intelligemment? Est-ce que je vais pouvoir les déployer? Comment les situations de mise en concurrence vont être régulées? Parce qu'on sait aussi que dans des moments clés, des changements importants, s'il y a un registre sur lequel je peux me sentir particulièrement en danger, c'est la remise en question de mes potentiels, la remise en question de mes compétences. Une des sources au conflit dans les organisations, c'est justement ces moments de transition difficiles où il y a des grandes réorganisations. Je le vois dans votre propre secteur, quand il s'agit de réorganiser la carte hospitalière, qu'il va falloir expliquer à des équipes qu'elles font ça aujourd'hui, mais demain ne le feront plus forcément. Donc je mesure tout à fait les charges anxiogènes qui sont à l'œuvre, et justement, la question de la reconnaissance, plus que jamais, évidemment, est en action. Et puis, apporter du symbolique, ni trop peu. Je pense que j'ai donné quelques balises suffisantes sur ce registre-là. Créer du lien social, de la fierté d'appartenance, c'est justement accepter ces temps de respiration de la vie de l'organisation. Ce que j'appelle ici libérer des espaces pour la socialité, c'est sortir de l'institué. Et c'est pas se dire qu'à chaque fois qu'il va y avoir des moments qui ne sont pas prévus dans l'organisation, ce sera forcément des moments improductifs. C'est aussi savoir dire à des équipes, quand il y a eu des moments difficiles, qu'elles ont bien travaillé, c'est parfois prendre un pot ensemble, c'est se poser. C'est se poser aussi, comme vous le faites là, une mise au vert régulière, et je trouve excellent cette démarche que vous avez de vous décentrer, de vous ouvrir à différentes approches, à différents champs, parce que ça, pour moi, c'est un gage de bonne santé de l'organisation. Après, c'est comment ça se décline sur le terrain, comment on peut le faire avec nos équipes, comment parvenir à leur donner aussi ces temps de décentrement qui permettent de se rappeler pourquoi on est là, comment on interagit avec les autres et en quoi la question du lien qui nous réunit participe à la mission qu'on est censé mettre en œuvre. Je vous remercie.